Bon, bien écoutez, mes amis, je vous souhaite la bienvenue à ce décryptage santé. Aujourd'hui, nous recevons un invité prestigieux, Xavier Bertrand. Alors, dois-je présenter Xavier, qui est président du conseil régional, comme vous savez, et candidat à sa propre succession, mais aussi candidat à d'autres élections, élections importantes qui a lieu dans un an, l'élection présidentielle. Il a un très riche parcours d'élu local. Il a été maire de Saint-Quentin, président de communauté d'agglomération, conseiller général, et évidemment un parcours ministériel dans tous les portefeuilles liés à la santé, liés aux relations sociales, liés au travail, à l'emploi, à la solidarité, à la famille. Bref, c'est un vrai connaisseur de tous ces sujets qui nous animent au décryptage santé, qui sont des réunions, cher Xavier, qui ont lieu très régulièrement avec un ensemble de personnes qui sont parfois des professionnels de santé, mais pas du tout, mais loin d'être la majorité. La plupart du temps, ce sont des Français qui s'intéressent aux questions de santé et de solidarité. Et comme disait, et ça intéresse évidemment tout le monde, comme disait Jules Romain, tout bien portant est un patient qui s'ignore. Donc, potentiellement, nous sommes tous intéressés par ces questions-là. Et aujourd'hui, l'idée de t'accueillir était en fait de t'accueillir avec ces deux casquettes de quelqu'un qui a une très grande expérience des questions de santé, ce que tu as eu à les gérer au point de vue national. Et puis, je rappelle même que tu es ministre du Travail et des Relations sociales, de la solidarité et de la famille au moment de la présidence française, il y a 10 ans. Donc, c'était aussi au niveau européen, tu as cette vision. Et puis, évidemment, tu es président d'une grande région. Et j'ai souvenir d'une intervention que tu avais faite dans une réunion qui a lieu chaque année à Chamonix, ça s'appelle CHAM, et qui sont des lieux où les professionnels échangent sur leurs pratiques, sur les politiques publiques liées à la santé. Et tu avais en particulier soutenu la thèse que la santé serait peut-être mieux gérée si au moins une de ses parts, et peut-être la part hospitalière, nous allons en discuter, était décentralisée. Évidemment, tu avais même dit, je crois, tu avais lancé en disant moi, en tant que président de région, je suis prêt à faire l'expérimentation parce que je pense que ça marcherait mieux. Et ça, c'était avant le Covid. Donc, pour toutes ces raisons, nous sommes très, très heureux de t'accueillir. L'habitude veut que tu puisses, si tu veux, faire une introduction durant 10-15 minutes, enfin le temps que tu souhaiteras, puis après, les questions seront libres et durant 1 heure, nous discuterons les uns les autres pour t'interroger, de poser toutes ces questions qui passionnent tout le monde. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette soirée. On en est très, très honorés et tu as la parole. Écoute Philippe, merci de l'invitation. Et si j'évitais le traditionnel tunnel des invités politiques, et si on commençait directement par les questions-réponses? Pas de problème. Donc, je sais pourquoi vous m'avez invité, pour qu'on parle justement système de santé et régionalisation. Mais plutôt que de commencer encore une fois par un monologue, moi je me prête dès maintenant au jeu des questions-réponses, sachant que j'ai un peu de pression parce que j'ai aussi un excellent connaisseur des questions de santé. Ce n'est pas une question de forfanterie, ce n'est pas une question d'amabilité déplacée, mais Philippe, que vous connaissez très bien, je pense que dans cette crise du Covid, et pas seulement parce que la réalité politique et médiatique de Philippe ne date pas du Covid, il a réussi à montrer clairement ce qu'une voix autorisée, compétente, devait dire. Pas de politiquement correct pour lui, il a dit un grand nombre de choses et il a fait partie un peu de ses boussoles dans cette cacophonie de tous les responsables scientifiques qui disaient clairement ce que ressentait un grand nombre de professionnels de santé et plus largement de la population. Voilà, si je dois m'en tenir à un propos introductif, c'est à celui-ci que je voulais m'en tenir. Et maintenant, je réponds à vos questions. Merci infiniment. Alors, pour les questions, c'est très simple, vous connaissez le système. Vous avez soit la possibilité de les poser par écrit, soit la possibilité de lever la petite main, et une petite main jaune, vous faites signe. Nous avons d'abord une question de Sonia Rabotosson. Sonia, je t'en prie, tu as la parole. Puis après, Sandrine. Est-ce qu'on peut permettre à Sonia d'ouvrir son micro? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir professeur, bonsoir monsieur Bertrand. Sonia Rabotosson, donc le Valois-Perret. Ma question, en fait, elle concerne la coordination publique-privée. Est-ce que au niveau de votre région, vous avez eu à gérer ce genre de coordination, notamment l'année dernière? Peut-être que c'était un peu plus facile cette année, mais on s'est rendu compte tous qu'il n'y avait aucune coordination entre le public et le privé. Est-ce que vous, au niveau local, vous avez eu à gérer
cette coordination de manière à permettre en fait aux malades d'être soignés quand même au niveau du privé? Alors, pour vous dire les choses très clairement, ça ne doit pas être si simple que ça d'être DG d'ARS dans ma région. Parce que bon, je ne suis plus ministre de la Santé, je ne le serai plus. Et j'ai toujours dit, il n'y a qu'un seul ministre de la Santé dans le pays, il s'appelle Olivier Véran. Bon. Donc, ce qui veut dire que je ne joue pas au ministre de la Santé, mais dans ma région, je fais passer un certain nombre de messages. Dès le début l'an dernier, j'ai dit très clairement, attention, on ne joue pas avec la coopération publique-privée et je vous demande de faire bosser également tous les établissements privés. Ce qui fut fait. Peut-être que ça aurait été fait sans que je passe ce message très clairement, mais j'ai fait passer ce message et j'y ai veillé, que ce soit dans ma ville ou que ce soit dans l'ensemble de la région. On aurait pu faire mieux, mais honnêtement, dans les Hauts-de-France, ça s'est plutôt bien passé, surtout qu'en plus, on a été les premiers en première ligne, avec notamment l'Oise, là où il y a eu le premier cluster, là où il y a eu le premier décès d'un professionnel de santé. Donc, dans la partie deuxième confinement, ça a aussi été au rendez-vous, mais j'ai fait très attention, j'ai été vigilant, j'ai passé les messages et les messages ont été reçus. Donc, on n'a pas eu les absurdités qu'on a pu voir dans d'autres régions où effectivement, on avait des transferts de patients alors qu'il y a des établissements privés qui, bien évidemment, auraient pu accueillir. Je pense qu'on a réussi à éviter ça dans la région des Hauts-de-France. Peut-être parce que je suis un peu pressant. Je l'assume. Merci. Une question de Sandrine Segovia-Cueni. Sandrine, vous avez la parole. Chaque fois, présentez-vous et puis essayez d'avoir une question en moins d'une minute. Oui, bonjour, Sandrine Segovia-Cueni, je suis médecin. Je voulais savoir quelle est votre spécialité? Alors, moi, je suis médecin généraliste urgentiste. J'étais déjà d'ARS et je suis directrice dans une association. Je voulais savoir quelle est votre vision des ARS et surtout en lien avec le Conseil général régional et les prérogatives sur les questions de santé. Comment voyez-vous finalement l'équilibre qui pourrait se dégager pour la suite? L'équilibre pour la suite, transfert du pilotage des ARS par les collectivités locales, régions, départements, et la gestion des crises sanitaires par l'État. Alors, pour ne rien vous cacher, moi j'ai eu à travailler en tant que ministre de la Santé en premier avec les ARH. Et je trouvais que les ARH, c'était déjà beaucoup de boulot. Ce n'est pas moi qui, en tant que ministre, ai eu à voter la réforme mettant en place les ARS, mais j'ai toujours appris une chose, c'est que plus vous voyez grand, moins vous avez de garantie d'efficacité. Ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est tout simplement que c'est très compliqué de réussir à couvrir tout le champ, également du sanitaire, du médico-social, de la vérification de la qualité de l'eau dans les piscines. C'est énorme. On a voulu tout regrouper en faisant simple et au final, on a étendu. Et après, vous avez aussi un autre phénomène qui a joué, c'est qu'avec les grandes régions, il n'y a pas eu de renforcement des délégués départementaux des ARS. C'est-à-dire qu'au lieu de remettre de la proximité pour de l'efficacité, très clairement, il fallait tout remonter au niveau du directeur régional. J'ai vu des exemples, parce que comme j'ai eu des propos qui étaient un peu durs, j'ai eu des retours par les réseaux sociaux lors de déplacements en disant « vous n'avez pas été très sympa avec nous parce que des fois, les délégués départementaux ont du pouvoir, mais ce n'est pas la règle absolue. C'est pas la règle absolue. » Je pense qu'aujourd'hui, on peut chercher à agir dans tous les sens. Il faut envisager maintenant un pilotage régionalisé de la santé. Les conditions de remboursement, les grandes lignes stratégiques doivent rester bien évidemment au niveau national. Il n'est pas question de se faire mieux rembourser dans une région que dans une autre. Mais en revanche, je suis même, Philippe l'évoquait, c'est ce que j'avais défendu au CHAM voilà maintenant plus d'un an et demi, je suis pour qu'il y ait une part de l'ONDAM qui soit régionalisée et que l'on puisse avoir un pilotage région-département. Pourquoi je dis région-département? Parce que, on le voit bien, moi je souhaiterais qu'on intervienne dans les hôpitaux, qu'on intervienne également sur la structure hospitalière, sur les investissements, des bâtiments ou des équipements. Et si je vais plus loin, je dis aussi département parce que le médico-social et autres, il faut bien évidemment que les départements puissent agir. Alors, j'ai en plus une vue assez iconoclaste des choses parce que je souhaiterais, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, c'est qu'on mette en place un conseiller territorial, c'est-à-dire que le conseiller départemental soit à la fois au département et à la région. Parce que ça permettrait, parce que les élus ne sont pas schizophrènes, d'avoir la même vision. Et si vous fusionnez les élus, vous y gagnez aussitôt en efficacité. Donc, les ARS passeraient sous le pilotage de ce conseiller territorial département-région.
Et d'autre part, en matière de crise sanitaire, vous avez entendu, ce midi encore, on m'en parlait, les gens disent, mais oui, mais votre exemple, c'est les lenders, et les lenders, au début de la crise, ça marchait pas mal, et maintenant, ça marche moins bien. Je suis rentré dans le détail. C'est tout simplement parce qu'en Allemagne, tout ce qui est lié à des infections relève de l'État fédéral. Mais la mise en quarantaine relève notamment des lenders. Voilà pourquoi il y a eu tant de difficultés par la suite, et notamment dans le deuxième confinement. Donc, moi, mon idée, c'est très simple, c'est crise sanitaire, État, préfet, gestion du système de santé, pilotage, collectivité locale. Je sais que c'est une forme de révolution, et vous savez, du jour où les collèges et les lycées sont passés aux collectivités locales, les collèges et les lycées s'en sont pas plaints, hein. Il y a eu des efforts d'investissement, et pourquoi? Parce qu'un élu est aussi à portée de baffe ou à portée d'engueulade, excusez-moi de le dire, et on est beaucoup plus attaché à la façon d'améliorer le cadre de travail, le cadre de vie, que ne le sont des gens qui décident dans les ministères. C'est comme ça, c'est humain. Plus vous êtes loin, plus c'est compliqué d'avoir la vision du terrain la plus efficace possible. Donc voilà un peu ce changement en profondeur que je propose. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que vous avez des questions pratico-pratiques? Ce qui m'intéresse en venant ce soir avec vous, c'est aussi de provoquer le débat, y compris sur le conseiller territorial s'il le faut. Mais je pense qu'on ne réussira plus rien avec des demi-mesures ou avec de l'eau tiède. Et si vous voulez vraiment de l'efficacité, bon sang. On ne t'entend pas très bien. Là. Vous m'entendez pas là? C'est bon? Oui, ça y est, c'est de nouveau. J'ai eu 2 réactions à des gens qui t'écoutent, qui ont Tant dit, mieux. alors, j'ai Gilles Gibi qui dit est-ce que ce n'est pas un désengagement de l'État, encore un désengagement de l'État? Et deuxièmement, Marie-Laure Gironde, dans le 63, oui, mais alors, système de santé à plusieurs vitesses, pour l'interrogation. Non, parce que à partir du moment où les conditions de remboursement sur la stratégie nationale est fixée par l'État, maintenant, c'est Marie-Laure qui est du 63 du Puy-de-Dôme. C'est ça, oui. Je le dis à Marie-Laure, mais aujourd'hui, Marie-Laure, c'est le cas et ça ne gêne personne. Moi, dans la région des Hauts-de-France, c'est là où j'ai l'espérance de vie la plus faible de France. Ça gêne qui à Paris? J'ai des taux de prévalence, notamment sur des maladies cardiovasculaires, sur les cancers les plus importants de France. Et ça gêne qui? Alors, bien évidemment, il y a des déterminants de santé qui ne sont pas bons depuis des années, mais j'ai besoin d'un effort supplémentaire. Et donc, très clairement, moi, ce que je suis intimement convaincu, que si les collectivités locales sont davantage responsabilisées, elles mettront davantage de moyens, notamment sur la question de la prévention. Donc, je ne veux pas avoir des remboursements différents d'une région à l'autre, mais je veux tout simplement que l'on puisse avoir les moyens de relever les défis de santé. Et des engagements de l'État, non. L'État ne mettrait pas moins d'argent, mais les collectivités locales responsabilisées pourraient, elles, mettre beaucoup plus de moyens. Donc, c'est ça ma logique. Et d'ailleurs, dans l'expérimentation que j'avais proposée, j'étais dans une logique qui était la suivante. Vous nous donnez l'expérimentation si les régions sont prêtes à investir davantage dans le système de santé. Donc, ce n'est pas à la place, c'est en plus. D'accord, très bien. Il y a une question en relation avec ça, mais après, je donnerai la parole à Catherine de Bloch. La question, c'est au fond, cet outil pourrait permettre de mieux lutter contre les déserts médicaux. Et j'ajoute dans ces cas-là qu'il faudrait aussi inventer une articulation avec les facultés de médecine, qui sont ceux qui ont la main sur le nombre de médecins ou de professionnels de santé à créer en fonction des besoins réels du bassin de population. C'est l'avantage d'avoir un animateur qui connaît le sujet sur le bout des doigts. C'est aussi le fond du problème. Parce que moi, je le vois quand j'étais ministre de la Santé. Les fois où on a vraiment fait avancer les choses, c'est quand j'avais de très, très bonnes relations avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est qu'effectivement, c'est encore fragmenté. Et on le voit sur la question des études de médecine. Alors, si je vais au bout du raisonnement et ce que disait Philippe, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les agences régionales de santé ont un certain nombre de critères, notamment sur le zonage, sur le nombre de professionnels. Mais ce sont des critères qui sont très administratifs, avec par exemple des cantons, des arrondissements administratifs. Si les élus prennent la main, la logique sera celle du bassin de vie et absolument plus une logique administrative. À partir du moment où vous confiez ce pilotage, il n'y a pas de problème. Vous prenez, alors je ne sais pas si tout le monde visualise bien les Hauts-de-France, de Dunkerque à Chantilly et au sud de l'Aisne, de la côte picarde jusqu'à la frontière belge. Dans la région, j'ai 2 facultés de médecine, j'ai Lille et j'ai Amiens.
Quand vous habitez dans le sud de l'Aisne, vous êtes à 130 km d'Amiens et vous êtes à 50 km de Reims. Aujourd'hui, les agences régionales de santé ne réfléchissent que pour leur zonage d'aujourd'hui Hauts-de-France. Or, j'aurais tout intérêt à pouvoir effectuer des stages ou à pouvoir financer ce qui est en lien avec la faculté de médecine de Reims plutôt que la faculté de médecine d'Amiens, c'est-à-dire se coller aux habitudes de vie et non pas à des zonages ou à des bornes administratives. Aujourd'hui, c'est très compliqué, pour ne pas dire impossible. Après, je voudrais aussi expliquer pourquoi aujourd'hui on a ce phénomène avec les ARS. J'ai un peu expliqué à cause un peu du gigantisme des compétences, mais il y a aussi autre chose. Et il y a autre chose qu'il faut bien intégrer. C'est que les ARS ont une pression énorme de la part du ministère, pour ne pas dire de Bercy, sur les objectifs de dépenses d'assurance maladie. Et pour tenir ces objectifs, il y a une pression est mise aux ARS qui font tomber cette pression également sur les établissements. C'est ça aussi qui fait qu'il y a une logique avant tout budgétaire qui s'impose dans un maximum de choix. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de logique médicale, mais que la logique budgétaire est omniprésente. C'est avec cela également qu'il faut rompre. C'est la raison pour laquelle je dis qu'une part d'ONDAM régionalisée et d'autre part un financement accru, notamment des collectivités locales, c'est ce qui changerait foncièrement la donne. J'avais oublié d'expliquer tout à l'heure, excusez-moi pour ce rappel. D'accord, très très clair. Catherine de Bloch, puis ensuite on aura Jean-Paul Hamon. Jean-Paul Hamon était notre invité, notre dernier invité. Il m'a dit il y a Xavier Bertrand, alors je serai là. Donc non seulement il est là, mais il te posera une question. Catherine de Bloch. Oui, alors déjà, il y a pas mal de sujets qui ont été abordés qui faisaient partie de ma question. Donc, je vais essayer de la reformuler un petit peu. Alors, moi, je suis économiste de métier, donc je ne vais pas vous parler de cost cutting ou de réduction de coûts parce que pour moi, c'est une absurdité dans le sens où beaucoup de programmes de prévention ont un retour sur investissement absolument formidable. Donc, j'ai deux questions pour vous. La première chose, entre la région et l'État, qu'est-ce que vous changeriez en termes d'initiatives de prévention, justement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle est assez d'actualité, c'est-à-dire par rapport à la campagne de vaccination. Aujourd'hui, il y a une approche nationale par rapport à des tranches d'âge. Et vous parliez tout à l'heure, effectivement, que dans votre région, et moi je suis flamande, native flamande de la Belgique, donc je connais assez bien la région du Nord, que vous aviez des pathologies spécifiques et bien évidemment, il y a une démographie spécifique. Est-ce que vous, aujourd'hui, à la tête de la région, vous avez la possibilité d'ajuster votre politique de vaccination à votre démographie et surtout par rapport aux pathologies présentes au niveau de la région? Absolument pas. Absolument pas. Les régions, aujourd'hui, sont assez soigneusement tenues à l'écart des politiques vaccinales. Moi, par exemple, depuis début février, j'ai proposé l'ouverture d'un certain nombre de lieux de vaccination. C'est seulement maintenant qu'on m'a indiqué qu'il allait y avoir des lieux de vaccination ouverts. Mais pourquoi? Parce qu'ouvrir des vaccinodromes et autres, c'était aussi une façon de montrer qu'il n'y avait pas les doses de vaccins. Donc, les régions qui ont été ultra présentes, hyperactives, nous ont reproché certains lors du premier confinement, les masques et autres. Depuis le deuxième confinement, on était soigneusement tenus à l'écart. Et les mairies, l'État a fait avec, il avait besoin des mairies, mais bien souvent, vous avez eu au début un procès qui était totalement injuste en disant oui, mais ce sont les mairies qui ont voulu ouvrir des centres de vaccination, il n'y avait pas les vaccins. Comme si un maire allait ouvrir un centre s'il n'avait pas eu la garantie d'obtenir les vaccins. Donc le couple entre l'État et les collectivités locales sur la vaccination, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué parce qu'il n'y a ni transparence, ni vérité sur la réalité des doses de vaccination. Je vous donne un autre exemple. J'ai proposé à l'État de dire, écoutez, que les gens viennent à la vaccination, c'est une chose, mais certains ont des problèmes. Je suis prêt à faire tourner des bus dans toute la région, notamment en milieu rural, pour amener aux lieux de vaccination, parce que les lieux de vaccination sont quand même avant tout urbains, après dans des centres-bourgs, mais parfois dans les communes rurales, c'est très compliqué. Donc, je décide de proposer ça. Bon, si vous avez été contacté, vous me faites signe, parce que je n'ai jamais vraiment été sollicité pour les mettre en place. Je propose ensuite de dire, si les gens ne viennent pas au vaccin, c'est le vaccin qui doit aller à eux. Et donc, que l'on mette en place des minibus, on pourrait très bien en avoir une quinzaine, plusieurs par département, pour pouvoir aller. Donc, je dis, moi, je suis prêt à l'équiper, comme il convient, j'ai besoin des équipes et j'ai besoin des doses. Et là, je suis rentré dans un truc kafkaïen à nouveau,
On m'a dit, oui, mais Monsieur Bertrand, on ne pourra pas vacciner en roulant. Oui, j'ai bien conscience qu'on ne va pas vacciner en roulant, bien évidemment. On connaît un petit peu ça. Et je dis, mais dans ces cas-là, on va être, à partir de l'été, on pourrait, dans ces conditions, mettre un barnum une fois que le minibus est à l'arrêt. Ah, mais non, vous ne pouvez pas vacciner en plein air. D'accord. Donc, on va amener le minibus à proximité d'une salle communale. Oui, mais alors là, dans ces cas-là, il faut une autorisation préfectorale pour la journée pour faire. Non, mais je dis, attendez, je pensais qu'on avait quand même compris lors du premier confinement que si on nous dit qu'on est en guerre, c'est à la guerre comme à la guerre. J'ai affaire à des professionnels de santé qui vont vacciner. Ce n'est pas n'importe qui va faire n'importe quoi. Alors, on est en train de me lever ces obstacles. Ça fait maintenant des semaines et des semaines que l'on propose. Et donc, vous voyez, on ne s'est toujours pas départi de cette technostructure, de ce principe où chacun se protège et où on n'arrive pas à marier l'efficacité et la proximité. Voilà. Alors après, moi, j'ai un autre choix sur la vaccination. J'ai du mal à m'y retrouver sur on manque de doses et puis il paraît qu'il y a plein de doses dans les frigos. J'ai du mal à savoir où est la vérité maintenant. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que je suis intimement convaincu qu'une fois qu'on a vacciné les plus fragiles, on devrait vacciner ceux qui sont le plus exposés. Et ceux qui sont le plus exposés, c'est notamment toutes les personnes qui ne sont pas en télétravail. Elles sont les plus exposées et elles sont aussi celles qui présentent le plus de risques de contamination. Donc moi, je pense qu'une fois qu'on a fait les personnes les plus fragiles, il faut aller plutôt que aussi prévention. Alors, le rôle de la prévention, je pense que l'État doit fixer également des objectifs. En tant que ministre de la Santé, c'est moi qui ai eu à mettre en place l'opération de prévention MTDAN, notamment pour les jeunes de moins de 6 ans. Et en plus, c'est moi qui ai mis en place également la prévention sur l'ostéodensitométrie. Prévention permet de réaliser des économies en matière de santé. Mais je pense qu'elle présente au moins 2 avantages. C'est qu'une vraie prévention crée les conditions de la responsabilisation plus ou moins marquée selon les individus, mais surtout, elle permet d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé. En bonne santé. Parce que, encore une fois, je pense que c'est un très bon investissement, mais pour l'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé. Et ensuite, sur l'articulation, parce que moi, dans ma région, je n'ai pas 2 endroits qui se ressemblent en termes de densité médicale, en termes d'action de prévention. Je pense que c'est là les collectivités locales qui sont le plus à même de dire c'est à cet endroit qu'il nous faut développer telle micro-expérience, justement, par exemple dans la lutte contre l'obésité et également sur la prise en charge des obésités qui présentent des cas de morbidité plus importants. Ça, vraiment, le sur-mesure, je pense qu'il n'y a que les élus locaux qui peuvent le mieux le réaliser. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Jean-Paul Hamon, le docteur Hamon, qui était notre invité il y a 15 jours. Jean-Paul, tu as 1 minute, hein, je te préviens. J'active. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Et donc, oui. Sur le coup du bus, moi, j'ai fait des bus avec des collectes de sang. On allait en bus dans les campings pour récupérer les flacons de sang. On allait emmerder les vacanciers. Ça marchait très bien. Et je me demande si on avait une autorisation préfectorale, mais ça marchait très bien. Et bon, ça montre que l'administration a quand même pris beaucoup de poids en une 50aine d'années et que c'est assez dur. Moi, le système de santé, moi, j'ai vu le Ségur de la santé là, qui était en fait un Ségur de l'hôpital. Alors donc, Philippe connaît bien ma position, mais il faudra d'entrée de jeu faire enfin une vraie réforme pour que le système marche sur ses 2 jambes. On a vu que la médecine libérale avait été particulièrement oubliée dans cette pandémie, méprisée, oubliée, même au niveau des primes où les internes en médecine générale n'étaient pas prévus de toucher les primes et les anesthésistes libéraux qui avaient permis au système quand même de tenir, d'éviter de craquer, avaient été aussi oubliés pour les primes. Donc, on voit bien que l'un, avec la réforme qui est proposée, qui n'en est pas une, qui est quelque chose qui va relancer la machine à creuser le déficit, il faudra faire une vraie réforme, celle-là, où le système marche sur ses 2 jambes, où il y ait, et la première chose, elle concerne aussi les patients qui sont là, c'est-à-dire que nous, on veut une régulation libérale pour éviter que les gens s'entassent aux urgences. Le patient qui veut un soin non programmé, qui ne réussit pas à toucher son médecin traitant, il fait un 116, 117,
interconnecté avec le 15, qui lui apporte une réponse à sa demande de soins non programmés dans les 12, 24 ou 48 heures selon la demande. Et si vraiment il y a une véritable urgence, on va vers le 15. Donc ça, c'est un point essentiel parce que, ça permet de réguler les urgences et d'éviter que les urgences soient encombrées par les pathologies qui n'ont rien à y faire. Et puis deux, ça éduque les patients au bon usage du système de soins. Donc, comme j'ai qu'une minute, Xavier, je vais arrêter là-dessus, mais pour moi, c'est essentiel et surtout faire une réforme, une vraie réforme qui ne dure pas 107 ans à faire, où le système marche sur ses deux jambes, où l'hôpital ne fait plus ce qui peut être fait en ville, mobilise son personnel dans des pathologies qui seraient soignées en ville sans aucune difficulté et qui permettraient d'utiliser le personnel de l'hôpital pour l'hospitalisation et non pas pour la surveillance des maladies chroniques qui utilisent du personnel qui serait bien plus utile dans les services. Voilà. J'ai tenu le chrono, hein. Je reste persuadé, non, tu n'as pas tenu le chrono, mais ce n'est pas grave. Si tu l'avais vraiment tenu, c'est quand tu aurais vraiment changé, y compris sur les plateaux de télévision, ne change rien. Très concrètement, moi, on m'a reproché à une époque d'avoir un peu plus rectifié en faveur de la médecine libérale parce que je pensais notamment que la loi HPST avait énormément centré les choses sur l'hôpital. Philippe, excuse-moi, mais je crois que toi aussi, tu es très attaché à cet équilibre. Jean-Paul, il ne faut pas une réforme de l'hôpital. Là, on est sur un défi national. On est quasiment comme en 58. Parce que les Français avaient le sentiment, on leur avait dit répété, qu'ils avaient le meilleur système de santé au monde. Qu'est-ce qui a tenu? Les professionnels de santé, les hommes et les femmes. Et même l'organisation de l'hôpital a tenu parce que les administratifs ont dit, dites-nous de quoi vous avez besoin pour pouvoir assurer et assumer. Mais donc, toute l'erreur, et excusez-moi de le dire comme ça, vient d'un discours à Bordeaux en 2005, en 2010, je ne sais plus quand c'était, en 2007, je crois, où on a dit il y a un patron à l'hôpital, c'est le directeur de l'hôpital. Or, l'erreur, ça a été de laisser penser que les soignants étaient juste bons à soigner. Or, ils ont d'autres capacités, d'autres compétences. Et les libéraux, on leur a dit, écoutez, maintenant, vous êtes là, très bien, mais on n'a jamais mis en place la bonne articulation entre hôpital et médecine de ville. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et ça guidera ce que je crois, c'est que maintenant, il nous faut un nouveau grand défi national autour de la santé. Ce n'est pas une énième réforme. Et derrière, ça veut dire aussi mettre des moyens financiers, parce que je pense que c'est un bon investissement. La santé peut être aussi une part de rêve pour quelqu'un qui veut devenir chercheur dans les biotech et contribuer à l'amélioration de la santé. Mais ça peut être aussi pour quelqu'un qui, tout simplement, rêve de travailler dans l'hôpital de Maubeuge ou tout simplement pouvoir exercer une activité paramédicale. Le problème qu'il y a, c'est que tu l'as très bien dit, c'est qu'il s'agit avant tout de pouvoir aujourd'hui renouer avec le sentiment que notre système de santé est clairement l'un des meilleurs au monde. Et les gens ont le sentiment que ça n'est plus le cas. Et le sentiment de déclassement, il est accentué par plusieurs choses. C'est qu'on s'est comparé à l'Allemagne, on s'est comparé à l'Angleterre. Et ça, honnêtement, pour nous qui avions le sentiment qu'on était bien au-dessus de la moyenne, c'est particulièrement douloureux pour les Français. Maintenant, si je peux me permettre, je réfléchis à ces questions comme si je n'y connaissais rien en matière de santé, sincèrement. Parce que quand j'ai assumé mes fonctions la première fois, c'était voilà bientôt 18 ans, une éternité. Il y a des principes qui ne changent pas. Je suis attaché à la question aussi de l'exercice libéral, de la complémentarité entre les deux, bien évidemment. Mais la question qui se pose, c'est comment, avec de plus en plus de techniques, de technologies, la médecine reste profondément humaine. Comment nous avons aussi réussi à ce que les traitements des nouvelles pathologies, les nouveaux traitements pour des pathologies soient accessibles à tout le monde. Comment est-ce qu'on est capable de bien faire la part des choses entre les centres de référence, d'excellence et la médecine de proximité? Et tu vois, c'est ça les enjeux. Et j'essaye de ne pas réfléchir en disant on va refaire une nouvelle réforme, soit de 2010, soit de 2004. Non, c'est comment notre système de santé, pour au moins les 10 ans qui viennent, est clairement repositionné. Et je sais que la différence, elle se fera encore une fois sur la qualité des hommes et des femmes. Parce que les traitements, c'est bien, même innovants. Les équipements, c'est bien. Les bâtiments, c'est bien. Mais ce qui fait la différence française, c'est les hommes et les femmes. Et là, il y a un investissement formation tout au long de la vie qui est essentiel. Et puis aussi, ne racontons pas l'histoire, une évolution des pratiques.
une évolution des pratiques. Merci beaucoup. Mais, Ouais, très mais bien. pardonnez-moi, je vous fais part un peu de mes réflexions. Et si, Philippe, dans le groupe qui est le tien, il y a des personnes qui veulent aussi m'envoyer leur contribution, je ne voudrais pas parasiter le travail que tu fais. J'y suis très attaché parce que je vous assure que j'essaye de perdre mes réflexes et de faire comme si je n'y connaissais rien ou pas grand-chose. Parce que mes références de l'époque, elles ne sont plus adaptées de la même façon. Au contraire, je crois que les gens seront très heureux de te faire parvenir des notes ou des questions, bien sûr. On a une question de Michel Hanoun, le docteur Hanoun, et ensuite je passerai la parole à Siam Kilani. Voilà, ça marche le son. Bonsoir Philippe, bonsoir Xavier. Bonsoir Michel. Ravi de t'écouter. J'ai deux questions de structure. Sur ce qui concerne la décentralisation et en fait le fait de confier aux régions, il faut éviter quelques mots sémantiques qui partent dans tous les sens parce qu'on a utilisé décentralisation et régionalisation alors que, si j'ai bien compris, et je partage cette idée, c'est de confier aux régions la compétence claire, nette et précise, tu l'as dit avec les départements, de ce qui est la santé en général. Deux éléments vont être opposés quelque part ou discutés. Le premier, c'est est-ce que, tu l'as esquissé à travers l'idée du financement, c'est est-ce qu'il y aura un ORDAM, un objectif régional de dépenses d'assurance maladie, et les détracteurs de la décentralisation poussent cette idée dès lors que ça ferait peur en disant on va faire juste une péréquation par rapport à la population et non pas par rapport à d'autres éléments qui sont la force de l'assurance maladie aujourd'hui en France. Ça, c'est une première question. Tu l'as esquissé en disant qu'il y aurait un financement dédié quelque part, mais je crois que les esprits aujourd'hui sont prêts à confier aux régions un grand nombre de responsabilités en matière de santé pour que précisément les élus soient à portée de gifle de la décision, mais en même temps, l'idée, c'est le blocage de ceux qui tiennent un certain nombre de rênes. Deuxième question, celle concernant les lois de 58 et en particulier dans l'organisation hospitalière. Nos éminences, et Philippe me pardonnera d'avoir utilisé cette expression, sont à la fois des soignants, sont des enseignants et des chercheurs. Est-ce que, puisqu'il faut vivre avec son temps, on n'est pas un peu sorti de cette réalité-là pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une évolution sur le statut et peut-être qu'en sortant du statut et en passant au contrat, il puisse y avoir des attitudes, des profils, des éléments différents et peut-être plus d'intérêt à rester dans le secteur hospitalier, alors qu'aujourd'hui, on voit bien le nombre de gens qui se barrent du secteur hospitalier de manière active. Oui, mais là, la question, elle est posée davantage à Philippe. Il pourrait nous dire également, au-delà de la crise Covid, non, mais au-delà de la crise Covid, pourquoi il y a cette désaffection? Moi, je le vois, je continue à parler régulièrement avec des hospitaliers comme avec ceux qui sont justement en médecine de ville ou de campagne. Il y a aussi plusieurs choses. C'est la pratique en elle-même, le cœur de la pratique. C'est ce qui fait le serment d'Hippocrate, c'est ce qui fait la passion, la vocation de ces métiers. Le problème, c'est que les professionnels sont de plus en plus pollués par l'environnement. Soit le fait d'avoir le sentiment de passer beaucoup de temps, parfois à coder, parfois à être contrôlé, à passer du temps en réunion. Et je le vois notamment sur les professionnels de santé libéraux. C'est la question des rapports avec l'assurance maladie. C'est ça le fond du problème. Mais si on avait la possibilité justement de travailler, de pouvoir se former pour faire évoluer sa pratique et que ce soit ça le cœur de métier et que ce soit ça quasiment l'intégralité du métier, je pense qu'il n'y a pas de problème pour la même passion, la même attractivité des études médicales et des professions médicales. Je pense que c'est la façon dont tout s'est transformé et où on leur a compliqué la vie et la tâche qui est le fond du problème. Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est en tout cas la lecture que j'ai. Vous prenez notamment l'expérience de médecins salariés en milieu rural, notamment en Saône-et-Loire. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça fonctionnait de cette façon et pourquoi des libéraux prenaient le statut de médecin salarié auprès de collectivités locales. Mais ce n'est pas parce qu'ils rêvaient d'être fonctionnalisés, c'est tout simplement que dans leur nouvelle fonction, ils n'ont à s'occuper que des patients
ils n'ont à s'occuper que de leur formation et ils sont déchargés intégralement de toutes les relations administratives, notamment avec la sécurité sociale. Plus rien. Les collectivités touchent les honoraires, mais les collectivités assument toute cette charge administrative et vous avez des professionnels qui ne sont que sur la pratique médicale et sur la formation. Et c'est pour ça que ça marche. Alors, il y a cette voie-là, il y a aussi une autre voie, hein, c'est de simplifier, mais alors complètement, tout l'environnement administratif. Alors, je dis, vous allez dire, oui, on nous dit toujours ça. Je l'avais fait en partie, notamment pour les généralistes, quand j'avais été ministre. Mais bon, après, j'y suis pas resté longtemps et le naturel a retrouvé sa place. Et puis, l'administration rejoue ce rôle parce que de toute façon, il n'y a pas de confiance vis-à-vis des professionnels de santé. Mais je pense que la façon dont les métiers, les professions ont évolué et l'évolution justement des comportements des professionnels tient à la place prépondérante de l'administratif et de l'administration. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est là l'un des points, sans compter bien évidemment la question du manque de moyens dans un certain nombre d'établissements. Philippe, est-ce que je dis des âneries? Est-ce que tu as des différentes appréciations? Ça m'intéresse de t'entendre là-dessus, sincèrement. Écoute, peut-être, non, des âneries, non, bien sûr. 2-3 remarques. Premièrement, durant cette crise, c'est la première fois, compte tenu du fait qu'on a mis des directeurs médicaux en place qui n'existaient pas pour répondre à une demande. C'est la première fois que j'ai eu une discussion médicale en 15 ans de chefferie de service avec la direction. Jusqu'ici, je n'avais jamais de discussion médicale sur le fond. Et c'est la première fois que j'ai parlé médecine avec mon chef d'établissement, ce qui montre quand même finalement la crise a eu des vertus. Le deuxième exemple peut-être, c'est les nouveaux. Il est probable que la nouvelle génération est plus attentive à la cohabitation de leur métier avec leur qualité de vie. Et que probablement, il faut qu'on ait ça en tête avec beaucoup d'activités à temps partagé ou à temps partiel. Et je crois qu'on a un sujet majeur de nombre de professionnels, parce que quand tu divises le temps par 2 parce que les gens travaillent à mi-temps, par définition, tu n'as pas de professionnels. Donc, je pense qu'on a un vrai sujet du nombre de professionnels. Et puis, enfin, sur l'administration, tu as tout à fait raison. Je pense qu'une des manières de récupérer de l'intérêt pour les gens, c'est de leur faire le métier qu'ils aiment. Et les heures passées à coder, mal coder d'ailleurs, tout le monde y perd. C'est-à-dire que le médecin devient désespéré. Le codage n'est pas fait parfaitement et donc l'argent n'entre pas correctement dans les caisses de l'hôpital qui voit ses actes mal codés. En fait, c'est une machine à perdre collective, cette affaire. Donc là, typiquement, il faut réinventer des sujets. Enfin, je suis frappé d'un truc, je ne sais pas quoi en faire. Il y avait un rapport de la Cour des comptes qui avait étudié le nombre d'équivalents temps plein, médecins hors interne, médecins et administratifs, mais tout compris, aussi bien l'assistante sociale que le directeur de l'hôpital, hors agence. Le ratio est de 1 pour 1 dans la fonction publique hospitalière, un administratif pour un médecin. Dans les cliniques privées à but lucratif, donc la Cour des comptes faisait aussi ce travail, ils trouvaient 3 médecins pour un administratif. Alors les missions ne sont pas les mêmes, les patients ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes, certes, mais quand même, passer d'un ratio de 1 pour 1 à 3 pour 1, il y a quelque chose qui attire l'attention et qu'il faut étudier. Voilà. On va continuer peut-être Siam Kilani et puis Madame Gironde. Et leur dame. Bonsoir, messieurs. Non, mais leur dame, pardonne-moi, Michel, j'avais répondu tout à l'heure. Moi, j'y suis favorable en 2004. La question est évoquée par Pierre Méhaignerie, qui est le président de la Commission des affaires sociales. Et j'ai le sentiment à l'époque qu'on n'était pas prêt au moment où on avait besoin d'engager une vraie réforme, une vaste réforme de l'assurance maladie. Mais je pense que d'avoir une part de l'ONDAM sous forme d'ORDAM, à la condition que les collectivités s'engagent davantage, tu vois, ce n'est pas dû à la place, c'est en plus, avec une véritable stratégie nationale, je pense aujourd'hui que ça a du sens. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé parfois d'engager des bras de fer pour avoir des moyens supplémentaires pour des établissements avec des déterminants de santé que j'ai. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Donc moi, j'y suis favorable. OK. Merci beaucoup. Siam Kilani, puis Mme Gironde et en fait, monsieur ou Madame Lemierre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Siam Kilani, je travaille à la DEFIP au siège de la PHP. J'ai une question pour vous, monsieur Bertrand. Pensez-vous qu'il faille mettre en place une année professionnalisante pour les étudiants en médecine générale dans les zones fragilisées? Et une deuxième petite question, pensez-vous qu'il faille développer des formes de médecine salariée?
Merci beaucoup. La médecine salariée existe dans les établissements publics. On est salarié. On est salarié. Donc, moi, je tiens absolument à garder cet aspect libéral. Je pense que c'est consubstantiel à ce qu'est la médecine française. J'en suis intimement convaincu. Intimement convaincu. D'ailleurs, touchons à cela, je vous assure que notre système de santé sera bancal. Donc, j'ai donné l'exemple notamment en Saône-et-Loire, même si, bien évidemment, ça présente un véritable coût. Je crois que quelqu'un l'écrivait dans la conversation que j'ai vu passer à l'instant. C'est vrai que ça présente un véritable coût. Le vrai sujet, c'est que je cherchais à comprendre pourquoi ça fonctionnait. Ce n'était pas l'attrait du salariat, c'est la disparition des formalités. Je pense que c'est ça la principale raison. Et j'ai passé un petit peu de temps à comprendre et à voir ces expériences. Maintenant, sur la question de l'année professionnalisante, c'est-à-dire que vous voudriez obliger les Oui. jeunes étudiants, c'est pour ça. Une Alors, je vais année. vous dire un truc. Oui. Obliger les étudiants, c'est d'une certaine façon commencer à toucher à la liberté d'installation. Allez-y, le système est mort. Parce que à partir du moment, alors moi j'ai un sujet philosophique là-dessus, je suis attaché aux principes en matière de santé. Vous Oui. commencez à toucher à la liberté d'installation, vous commencez à les orienter sans qu'ils aient le choix, ils se diront que la prochaine étape, ce sera la liberté de prescription. Et donc, dans ces conditions-là, pourquoi aller dans ces études? Le problème, c'est que vous avez donné, vous, un exemple très précis sur l'année professionnalisante. Bon, C'est ça. je dis souvent à certains de mes amis qui ne connaissent pas bien le système de santé, je leur dis, vous savez, un étudiant en médecine, quand il finit ses études, ce n'est pas un jeune de 19 ans qui a un sac à dos. Hein. C'est quelqu'un qui a bientôt une trentaine d'années, qui a déjà une vie, et vous ne décidez pas de sa vie et de celle de son conjoint et de ses enfants comme ça en le baladant d'un endroit à l'autre. Donc, comme les études sont engagées, on va dire, sur une dizaine d'années, si vous voulez espérer des résultats parce que vous ne changerez pas les règles en cours de route, dans ces conditions-là, c'est dans 10 ans que ça produira ses effets. Et si vous le faites en cours de route, vous trahissez l'engagement qui a été pris à leur égard. Donc, je suis persuadé que si on commence à tergiverser sur les principes fondateurs de notre système de santé, il est mort. On peut faire tout ce qu'on veut sur l'obligation. Eh bien, je peux vous dire que vous allez avoir une crise des vocations. Excusez-moi d'être un peu direct et d'être là-dessus, mais oui, la liberté de prescription, Hélène Fitzgerald dit oui, je sais déjà avec les protocoles, avec notamment ce que fait l'assurance maladie, mais là, ça veut dire aller jusqu'au bout du bout. Et là, très clairement, alors je vois qu'il y en a justement qui me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. J'entends, mais même au sein de ma famille politique, même si ce n'est plus mon parti, je sais qu'il y avait des vrais débats. Mais là, très franchement, je suis plutôt un type qui écoute beaucoup, qui est capable de changer d'avis, même pour me faire changer d'avis sur la liberté d'installation. Non, alors pas là, je peux vous dire que l'installation. Non, mais pas vous, madame, pas vous. Mais je vois notamment sur les messages qui passent. Oui, non, c'est un stage, comme se fait dans beaucoup de métiers, des stages obligatoires d'1 an. Mais voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu. Merci beaucoup. À vous. Merci. Marie-Laure. Si Marie-Laure est là, je ne sais pas. Là, ça y est, le micro est revenu. Bonjour à tous et à tous. Les régions ont compétences dans le domaine des formations sanitaires et sociales, donc pour former les infirmiers, kinés et autres professions paramédicales. Est-ce que dans votre transfert de la compétence santé, vous intégreriez les formations de santé médicale aux régions qui auraient la main là-dessus? Moi, je suis pour. Vous savez, dans mes formations sanitaires et sociales, je pense qu'ils n'ont pas perdu au change, notamment dans le domaine de la crise. Je pense qu'on a été à leur côté très, très vite, de façon très, très réactive, aussi bien souvent dans l'anticipation. J'ai augmenté à la fois les budgets et j'ai augmenté le nombre de places. Je pense que ce ne serait pas forcément perdant. Moi, je suis preneur. Moi, je suis vraiment preneur. Enfin, ce n'est pas que je suis preneur, c'est ce que j'entends proposer en tout cas. Non seulement en tant que président de région, mais dans le cadre de mon projet présidentiel, j'ai bien l'intention d'aller dans cette direction. Ok, merci. Et j'ajoute, madame, que c'est d'autant plus justifié si on veut multiplier les passerelles entre les professionnels. Évidemment, il vaut mieux que tout ça soit géré à peu près au même niveau. En particulier, je reste persuadé qu'il y a des tas d'infirmières qui feraient d'excellents médecins et des tas d'aides-soignants qui feraient d'excellents infirmiers, etc. etc. Monsieur Lemierre, et puis Isabelle Olin d'abord. Monsieur Lemierre d'abord. Rétablir mon son. Bonjour. Très bien, parfait, on vous entend. Voilà. Bonjour, monsieur Bertrand. Voilà, la France, on l'a vu à travers la crise Covid, on a appris les chiffres, consacre à peu près, je crois, 13% de son budget à la santé par rapport au PIB.
nous allons avoir une crise. Nous sommes un des pays très endettés maintenant. Il va falloir faire des choix. Qu'on fasse des choix pour la santé, c'est très bien. Le gouvernement vient de donner, je crois, à peu près 17 milliards. Donc, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Il est possible, j'ai lu il n'y a pas longtemps le bouquin du professeur Perromort qui dit des choses très intéressantes, il y en a d'autres aussi qui le disent. Est-ce qu'il n'y aurait pas, premièrement, à faire une réforme? L'hôpital français soigne le monde entier. Il soigne, y compris d'ailleurs des clandestins, etc. Et tout. Il y a une charge. Monsieur Pratt, qui a travaillé sur les fraudes sociales, dit qu'il a posé la question il n'y a pas longtemps, enfin en 2020, au directeur de la Sécurité sociale, qu'il y avait 75 millions de cartes de sécu pour 67 millions de Français. Ça pose un problème, je pense, pour l'hôpital. Deuxièmement, en enfilade, sur les économies à faire pour l'hôpital, est-ce qu'il n'y aurait pas à revenir les 35 heures, tout le monde le sait, ont été une catastrophe pour l'hôpital, puisqu'on n'a pas pu embaucher le nombre de fonctionnaires qu'il fallait au moment où on a fait cette réforme. Ne pensez-vous pas qu'il y a des pistes de réforme considérables avant de bousculer le corps médical et les soignants pour réduire les administratifs d'une manière drastique et permettre à l'hôpital de pouvoir retrouver des bases saines de gestion qui sont dues à non seulement la bureaucratie, mais aussi une idéologie du soin à tout le monde, d'une ouverture en plus. Il y a aussi la réforme statutaire dont je voulais parler, qui me paraît important. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une responsable syndicale de l'AP-HP qui me disait qu'elle n'avait jamais vu un malade. Elle est responsable à plein temps, syndicale. Elle a touché la prime Covid. La prime Covid, par exemple, c'est 1,3 milliard. Cette prime a été donnée à des gens naturellement, qui travaillent évidemment dans les services de réanimation qui sont en première ligne, mais tout le monde n'était pas en première ligne. Il y a des gens qui n'ont jamais vu de malade, j'en connais 2 ou 3 comme ça, qui n'ont touché 1 500 € sans avoir jamais vu un malade. Donc, vous voyez, ce type de réformes me paraissent vraiment utiles pour redonner de l'oxygène aux gens qui véritablement sont en lien avec les malades et font un travail formidable. Voilà. Bon, monsieur, il y a énormément de choses dans ce que vous avez dit. Je vais essayer de répondre à tout. Si jamais j'ai loupé quelque chose, je ne pratique pas l'évitement, reprenez-moi, ou Philippe, tu me reprends. Bon, la première des choses, l'aide médicale d'État pour les étrangers qui ne disposent pas de situation, qui ne sont pas en situation régulière, doit être réformée. Doit être réformée, mais entendons-nous bien. Quelqu'un qui est ici doit pouvoir bénéficier de soins d'urgence. La France est un pays qui ne laissera mourir personne à la porte d'un hôpital. Le vrai sujet, c'est que je le sais, c'est moi-même qui ai signé en 2005 les décrets qui ont durci les conditions de l'aide médicale d'État. Donc, je n'ai aucun problème pour dire ce que j'ai déjà dit dans la presse, c'est qu'elle doit être profondément réformée. Mais si vous voulez aussi plus de résultats, il faut qu'en France, toutes les procédures d'appel, quand justement vous êtes débouté du droit d'asile ou autre, ne durent pas 1 an, 2 ans ou plus. Il faut que ce soit traité rapidement. Et si vous voulez aller jusqu'au bout du raisonnement, il ne faut plus qu'il n'y ait qu'un seul juge, le juge administratif, qui traite, et pas 2 juges aujourd'hui, sujet dont profitent effectivement un certain nombre de personnes. Mais la France reste quand même ce pays dans lequel il n'y a personne qui mourra à la porte d'un établissement de santé. La deuxième chose, vous dites soigner tout le monde. Alors là, si je peux me permettre, le gars de droite que je suis vous dira une chose, c'est que l'honneur de ce système, c'est que la carte pour se faire soigner, elle doit être verte, elle ne doit pas être bleue ou gold. C'est-à-dire, quels que soient ses moyens, la France est un pays dans lequel on doit bénéficier des soins de pointe, d'une médecine de pointe, d'une chirurgie de pointe, sans hésiter un seul instant. La seule chose, c'est que dans ces conditions-là, personne ne doit être dépossédé de ce droit strict. Ça veut donc dire qu'il ne doit pas y avoir d'abus et de fraude. Sur la question des cartes vitales, parce que c'est moi-même qui ai poussé, après Philippe Douste-Blazy, la carte vitale avec photo. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait 77 millions de cartes vitales, c'est de savoir combien il y a de cartes valides en utilisation. Parce que c'est ça. Moi, chez moi, je dois avoir 2 cartes vitales parce qu'il y en a une qui s'est retrouvée, mais il n'y en a qu'une seule qui est valide. Donc, effectivement, le nombre de cartes est une chose, le nombre de cartes valides en est une autre. Le problème qu'il y a, c'est que les contrôles doivent être effectués davantage par l'assurance maladie qu'ils ne doivent l'être par le professionnel de santé. Il n'y a pas un professionnel de santé qui, même avec une photo, si ce n'est pas quelqu'un qui est face à lui, ce n'est pas la même photo, qui ne soignera pas. Si je ne me trompe pas, Philippe, il y a beaucoup de professionnels de santé dans cette visio, c'est le serment d'Hippocrate. Et de dire, ce n'est pas à nous de faire cette partie-là, c'est à d'autres effectivement de le faire, et c'est à l'assurance maladie.
Sur les fraudes, je ne vais pas vous dire le contraire et j'ai lu avec beaucoup d'attention ce qu'a écrit Charles Prats parce que je pense que c'est un vrai sujet d'économie et surtout de mettre fin à un certain nombre de détournements. Mais les fraudes dans tous les domaines, fraude fiscale, fraude sociale, la fraude d'en bas, comme disent certains, et aussi la fraude d'en haut. Et le problème qu'il y a également, c'est qu'il faut aussi mettre un terme aux actes redondants. Je ne sais plus où on en est aujourd'hui, mais il fut une époque où il y avait un acte sur 7 qui était un acte redondant, inutile. Et ça procure effectivement des économies importantes. Je peux d'autant plus le dire que je suis le premier des ministres de la Santé qui ait vraiment lancé les actions résolues sur la lutte contre les arrêts de travail frauduleux. On m'avait dit, oh là là, c'est dangereux, il n'y a rien à récupérer. Tu parles, on a bien fait d'aller dans cette direction et la lutte contre les fraudes doit être un objectif politique assumé, pas seulement par une déclaration péremptoire lors d'une conférence de presse, mais par un suivi. Et là, si je peux me permettre, il faut aussi que nos systèmes d'assurance maladie évoluent. Plutôt que de contrôler tout le monde de la même façon, on sait exactement qui prescrit quoi. On sait exactement en fonction de la structure de la patientèle si vous prescrivez plus d'arrêts de travail que le reste. Et c'est dans ces conditions-là, contrôlons plutôt ce qu'ils méritent plutôt que de harceler parfois un peu les uns et les autres. Donc voilà quelques-unes des pistes. Et pour le reste, Philippe y a répondu tout à l'heure. Vous connaissez les ratios entre l'Allemagne et la France. On a un hôpital qui est aujourd'hui suradministré, et ce qui est l'une des raisons aujourd'hui d'un certain nombre de dysfonctionnements. Et ça n'est pas que les gens veulent faire mal quand ils se lèvent le matin et qu'ils arrivent à l'hôpital, pour les bureaux. C'est tout simplement qu'on est arrivé à un système qui est devenu beaucoup trop présent. Et l'agilité, notamment des établissements pendant la crise Covid, a fait que ce sont les administratifs qui ont davantage redonné la main aux médicaux. C'est en tout cas la lecture. Mais il n'y a aucune fatalité à ça. Par contre, ce que vous disiez, les 35 heures ont été un facteur avant tout de désorganisation de l'hôpital. L'hôpital, c'est ce qui fonctionne 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, qui en plus assure avec les urgences l'accueil de chacun et qui assure même, notamment pour les CHU, les fonctions de recherche. Ce qu'on n'a pas été capable de voir, c'est que la même toise appliquée à tout le monde, ça désorganisait en profondeur l'hôpital. C'est ça la principale erreur aujourd'hui des 35 heures. Donc, travailler davantage, c'est une chose. La seule chose, c'est que les gens disent, si on travaille davantage, est-ce qu'on sera bel et bien payé davantage? Et vous savez quels ont été les retards à différentes époques du paiement des heures supplémentaires. Voilà, je ne veux pas avoir réponse à tout, mais pour vous dire que je rejoins certaines de vos préoccupations, mais je voulais juste bien préciser les choses pour un certain nombre de sujets. Excusez-moi. Non, c'était très clair. Je passe la parole à Isabelle Aulin, puis ensuite, ça sera David Saglamer. Isabelle Aulin. Oui, bonsoir, Monsieur Bertrand. Ma question est très simple. Isabelle Aulin de Senlis, donc l'Oise que vous connaissez bien. Une sudiste de la région. Voilà, les sudistes du Nord, comme on nous appelle. Quelle est votre position par rapport au passeport vaccinal, passeport sanitaire, passeport vaccinal? J'ai eu ma deuxième dose de vaccin avant-hier à Creil. Je suis venue avec mon carnet de vaccination, mon bon vieux carnet jaune, et j'ai demandé un tampon. Il m'a été refusé. On m'a dit non, 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 vous gardez votre papier, c'est ce qui fait foi. Enfin, vous voyagez, c'est quand même pratique de tout avoir sur le même carnet, surtout si dans quelques mois, il va falloir faire des rappels. Donc, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier cette chose-là? Et ça va être, en 2022, j'imagine, un sujet d'actualité. De toute façon, on y viendra, il ne faut pas se raconter d'histoire. On nous dit, parce que derrière, il y a une formidable hypocrisie, mais vous savez, ce n'est pas nous, ça va venir par l'Europe. Bon, la seule chose, et là, je me tournerai vers un spécialiste comme Philippe, la question, est-ce qu'avec la vaccination, on a des garanties sur la non-transmission ou pas? Et avec la question des variants, je ne sais pas si ça est complètement stabilisé. Je demanderai au professeur Juvin ce qu'il en pense. Mais pour le reste, arrêtons les faux-semblants. Ça finira comme ça. C'est l'Europe qui nous l'imposera ou pas. C'est commercialement certains établissements qui l'imposeront ou pas. Arrêtons avec les hypocrisies. Arrêtons avec les hypocrisies. Philippe, sur la question de la transmission. Alors, ce qui a été montré, c'est que quand vous êtes vacciné, d'abord, ce qui a été montré, c'est quand vous êtes vacciné, il y a une faible proportion, mais il y a une proportion réelle de gens qui font quand même la maladie, en dehors des questions de variants. Le vaccin n'est pas efficace à 100%, il est efficace à 90%, donc vous avez quelques cas quand même. Deuxième observation, on a fait des prélèvements PCR dans le nez des gens qui avaient la maladie alors qu'ils étaient vaccinés. Et donc, on leur trouve le virus, puisqu'ils sont vaccinés, puisqu'ils ont la maladie, malgré le fait qu'ils sont vaccinés, mais il y a beaucoup moins de charge virale que la même personne qui a la maladie et qui n'est pas vaccinée. Or, on sait que la quantité de virus que vous hébergez au fond de votre nez est probablement très, très liée
à votre capacité à essaimer et à être contagieux. C'est assez intuitif. Quand vous avez peu de virus sur vous qui vous rend malade, vous avez peu de chances de le transmettre à votre entourage. Donc, il est très probable que la vaccination permet de diminuer considérablement la contagiosité, un peu comme les autres vaccins. Pour le passeport, vous savez, madame, moi je crois que de toute façon, si on veut reprendre une vie normale à l'intérieur d'un pays, et si on veut reprendre une vie normale en passant d'un pays à un autre, nous avons évidemment intérêt à avoir des outils qui vont nous permettre de garantir soit qu'on est protégé par une vaccination, soit parce qu'on est protégé parce qu'on est dans des anticorps, qu'on a été infecté, soit parce qu'on a un test inférieur à 24 heures ou 48 heures, enfin on verra, qui est négatif. Et ça, ces outils, moi, je les appelle de mes voeux. Ma crainte, c'est qu'ils arrivent en retard. Ma crainte, c'est qu'ils ne soient pas interactifs entre les pays. Souvenez-vous l'application Tous Anti-Covid, qui en fait ne discute pas avec les applications de nos pays voisins. Donc, c'est très français de faire des trucs. On va faire des outils probablement intéressants, mais qui seront que français. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on travaille avec les autres. Vous savez, moi, depuis que j'ai entendu la Commission européenne, il y a un mois, dire qu'ils allaient réfléchir à la mise en place de corridors sanitaires safe pour le tourisme, je me dis que la France, qui est un pays, premier pays du tourisme au monde, a vraiment intérêt à ne pas louper cette étape de la mise en place de ces corridors, et donc qui dit corridor dit passeport, parce que sinon on va aussi décrocher sur le tourisme. Donc c'est notre intérêt, bien sûr. Mais comme on a toujours un train de retard sur tout le monde. Toujours. Eh bien, cette fois-ci, essayons de ne pas l'avoir. Ça s'appelle l'expérience. Merci. Mais si je peux me permettre, madame, en matière de sécurité sanitaire, de gestion des crises sanitaires, vous devez avoir qu'une seule boussole, la question de l'intérêt général. Le vrai problème, c'est que vous voyez, ils ont du mal à assumer le risque judiciaire et le risque politique. On ne m'empêchera pas de penser que tout ceci aurait été géré de façon différente s'il n'y avait pas l'idée de la proximité des élections. Voilà, la vérité est là. Vous ne pouvez pas en même temps regarder la courbe des incidences et de l'intérêt général en même temps que vous regardez la courbe de popularité. C'est impossible. C'est impossible. Et en matière de santé, il n'y a qu'une seule chose à regarder, que l'on soit populaire ou impopulaire n'est pas la question. Et je crois que sur beaucoup de dossiers, vous savez, ce qui m'a marqué l'autre jour dans un centre de vaccination, monsieur me dit, vous savez, monsieur Bertrand, on n'a pas eu de masque, on n'a pas eu de test, mais on n'a pas eu de mea culpa. C'était au moment où Mme Merkel l'a dit. Et je pense que, moi, vous savez, j'ai déjà eu à affronter des situations, quand vous ne faites pas tout bien, il faut le reconnaître, parce que de toute façon, sur des crises aussi longues, la seule façon de gagner la confiance, c'est vérité et transparence. C'est bon, très important ça. David Saglamer, puis Stéphane de Vendeuvre. Et après, je devrais bientôt vous quitter, Philippe. Vous m'aviez dit une bonne heure, mais après, je devrais hélas vous quitter pour revenir sur des dossiers économiques. On va prendre ces deux questions. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Xavier, bonsoir David de Strasbourg. Donc, même si j'ai la Tour Eiffel derrière mon dos, je suis de Strasbourg. Donc, en fait, le moment, ce n'est pas de faire des bilans, mais c'est plutôt le contexte actuel qui nous incite à repenser nos pratiques, nos stratégies, et j'allais même dire même nos convictions. Il nous invite effectivement à tout remettre en plat, comme on est en train de discuter en ce moment de notre système de santé, notre rapport à la nature, notre mode de production et de consommation, bien entendu, et notre mode de travail, notre mobilité, notre façon de voir, notre conception de la ville et de la région. Vous voyez, tous ces domaines-là en lien avec la santé, en fait. Et donc, l'idée, c'est que est-ce que nous devons, avec ces hypothèses, avec ces idées, repartir sur cette base-là et définir une nouvelle manière de repenser. Et comme l'a si bien dit Albert Einstein, il disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et moi, ma question, c'est comment anticiper à d'autres crises qui peuvent venir, parce qu'on a vu que pendant cette crise de Covid, on était complètement impréparés de par l'hôpital, de par les tests, les masques, tout ça. Donc, moi, je voulais savoir comment anticiper à d'autres crises. La culture de l'anticipation. La culture de l'anticipation. Alors, c'est peut-être plus facile pour un ancien assureur de dire ça parce qu'on doit prévoir les risques. Je pense que le rôle du politique, c'est toujours de travailler sur le scénario du pire. Parce que si le scénario du pire ne se produit pas, c'est tant mieux.
vous avez effectivement moins de difficultés à appliquer. On doit toujours se fixer plusieurs scénarios dans la vie et il faut bien comprendre que ceux qui se disent que maintenant on est tranquille pour un certain nombre d'années se trompent complètement. Pour différentes raisons, des crises sanitaires ou écologiques, parce que la prochaine qui viendra, elle sera écologique, mais ça on le sait. Personne ne pourra dire qu'il a été pris au dépourvu et le lien entre santé et environnement est établi. Mais je crois, David, que le politique doit intégrer la prise de risque, avec éventuellement la sanction qui va avec, mais la prise de risque, et surtout la culture de l'anticipation. Il fut les époques où on a mis en place des plans. Philippe Douste-Blazy, que ce soit également moi-même, on a mis en place ces plans. Philippe m'avait aussi expliqué que pour les services des urgences, on prévoit des modes dégradés en fonction des plans. La couleur des plans montre effectivement qu'on anticipe. Sauf que le politique a toujours les plus grandes difficultés à anticiper. Là, si on n'a pas compris que c'était une obligation, on ne comprendra jamais rien. Merci beaucoup. Et puis, la nécessité d'avoir un esprit de nature scientifique qui doute. La question du doute est fondamentale. Le doute, l'esprit scientifique, ça apprend à raisonner contre son propre cerveau et parfois, y compris se poser des questions en disant est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Et donc, nous allons prendre une dernière question. C'est Stéphane de Vendeuvre. Stéphane. Oui, merci, Monsieur Juvin. Bonsoir, Monsieur Bertrand. Stéphane de Vendeuvre. Je suis journaliste spécialisé en santé. J'avais eu l'occasion de croiser plusieurs reprises votre route, Monsieur Bertrand, lorsque vous étiez aux affaires. Parallèlement, lorsque je travaillais rue de la Boétie, dans un groupe que présidait Michel Hainaut, on avait beaucoup réfléchi à la prospective en santé et on s'était interrogé sur l'évolution des modes de financement de notre système de santé. Dans la mesure où vous vous prononcez en faveur d'un hors d'âme, comme en son temps Jean-Luc Préel lorsqu'il était dans une famille politique cousine, vous ne vous prononcez pas en revanche sur le financement de cet hors d'âme. Faut-il rester sur un financement de notre système assis sur des cotisations, ce qui nous a conduit inéluctablement depuis quelques années finalement au fameux trou de la Sécu? Faut-il envisager un autre mode de financement? Faut-il envisager une généralisation de la CSG-RDS et donc fiscaliser notre système de santé, quitte à avoir une part régionale, une part nationale? Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur ce sujet-là? Merci. Alors, vous me réinviterez à la rentrée, parce que je suis en train de travailler à la fois sur toute la stratégie de finances publiques, sociales et celle de l'État. Je sais que certains se disent, est-ce qu'il ne faudrait pas tout unifier? Ça a été un combat permanent, notamment de Dominique Libault au sein de la direction de la sécurité sociale pour éviter de passer complètement sous la coupe de Bercy, même si l'influence de Bercy, depuis qu'il y a un ministère des comptes publics, est de plus en plus importante. Donc, j'y travaille. J'y travaille sur cette question. Maintenant, je vais être très clair. Je pense qu'en matière de retraite, en ayant le courage de mener des réformes qui nous amèneront à travailler un peu plus longtemps, nous réussirons à pouvoir concilier le paiement des retraites et notre stratégie de finances. Je pense que l'assurance chômage doit être effectivement réformée pour aller vers beaucoup plus de retour à l'emploi. Sauf que je le dis, celui qui vous indiquera dans les années qui viennent qu'on saura faire mieux en dépensant moins en matière de santé, c'est un menteur ou un dangereux provocateur. Nous ne ferons pas d'économie en matière de santé globalement. Je pense que nous pouvons, avec la lutte contre les fraudes, avec moins de gaspillage, avec une meilleure organisation rationalisée, mais toutes les économies que nous aurons générées devront être réinjectées dans le système de santé au nom de la mise à niveau des équipements, l'arrivée sur le marché français des nouveaux traitements, parce que nous sommes en train de prendre un retard et la pénurie de médicaments n'était pas seulement un problème logistique avant le Covid, c'est parce que notre pays n'est plus assez attractif, ne nous racontons pas d'histoire, et il ne le sera pas non plus comme ça du jour au lendemain d'un claquement de doigts pour les traitements les plus innovants, et puis aussi dans les personnels. Donc, moi, je le dis, dans le projet que je présenterai, il n'y a pas de baisse des dépenses de santé au sens large. Et s'il y a à un moment donné des postes sur lesquels on peut dépenser moins, ça devra forcément être réinjecté. Alors, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, on est l'un des pays qui dépense le plus sur la santé. Oui, je crois qu'on se situe grosso modo derrière les États-Unis. Mais c'est vrai aussi qu'on n'a jamais voulu regarder que l'investissement en santé est aussi un investissement qui rapportait en emploi, en création de valeur et aussi en production de taxes. Mais en tout état de cause, non, je ne vous dirai pas qu'avec moi, on dépensera moins pour la santé. J'espère faire en sorte, avec un projet sérieux, de pouvoir dire qu'on dépensera mieux. Mais autant dans certains domaines, je sais comment dépenser moins. En matière de santé, dans les années qui viennent, et avec non pas la remise à niveau, mais un projet ambitieux pour l'après-Covid, non, je ne suis pas de ceux qui vous diront qu'il faudra dépenser moins.
Et je suis preneur pour revenir dans quelques mois pour vous présenter cette stratégie, si Philippe le souhaite. Avec plaisir. Écoutez, merci infiniment, mon cher Xavier. Merci, mesdames et messieurs. Vous étiez plus de 200 à être présents jusqu'au bout. Nous avons entendu la proposition de Xavier de revenir. Bon, très bien. Ça, au moins, c'est bien. Il m'arrange parce que comme ça, le planning est plus facile à faire. Il y a beaucoup de questions. Je vous remercie. Pas eu. Je vous remercie, Philippe, également. On va te transférer les questions, peut-être. Enfin, on va essayer de voir. Si vous pouvez aussi des propositions ou des remarques, mais des propositions sur le système de santé, j'y retravaille. Je compte bien aussi dans les fonctions qui sont les siennes, si elle lui laisse un petit peu de temps aussi de pouvoir solliciter Philippe comme à la fois sparring partner pour des idées et puis aussi voir si certaines tiennent vraiment la route, sont sérieuses et puis sont porteuses d'avenir ou pas. Mais je suis vraiment très, très preneur et si Philippe les achemine, je vous assure que je regarderai tout ça. Merci, je dois vous laisser, mais merci de votre invitation très sincèrement. Merci à vous tous. À bientôt, Xavier. Au revoir, mesdames et messieurs. Bonne soirée.